Egunon, Adichat. Merci de m'inviter à ces nouvelles rencontres Yagon, puisque j'étais venu, je crois que c'était à Pampelune au mois de janvier. C'est un grand plaisir que je reviens aujourd'hui. Vous parler d'autres développements du congrès permanent de la langue occitane, notamment en termes de portail lexicographique, puisque tout à l'heure, je crois que c'était la personne représentant l'Académie galicienne, je ne sais pas si vous m'entendez bien, qui représente l'Académie galicienne, qui disait on ne peut pas faire le dictionnaire moderne sans avoir des outils numériques adaptés. C'est complètement le sujet de mon propos aujourd'hui. Donc, il s'intitule Dicodoc du dictionnaire en ligne à la multiple application lexicographique, et donc sur lequel je vais vous faire cette présentation. Je ne comptais pas passer beaucoup de temps sur les éléments contextuels, surtout que j'en avais déjà parlé à Pampelune et que certains d'entre vous les connaissent déjà. Toutefois, la présentation de Thierry Borda tout à l'heure m'amène peut-être à repréciser certaines choses par rapport au congrès, qui est d'abord une jeune institution. Ça a été créé en 2012, donc ça n'a que 7 ans d'existence. Son appellation officielle, c'est effectivement un organisme interrégional de régulation de la langue occitane. Sa particularité, c'est que c'est un organisme fédérateur qui rassemble à la fois les institutions et les fédérations occitanes sur les 3 États où la langue est parlée, la communauté linguistique et les partenaires publics qui nous soutiennent. Voilà. À partir de là, nous avons 3 missions, donc la régulation linguistique, la production d'outils linguistiques de référence et la recherche scientifique appliquée. Donc nous avons à la fois un conseil linguistique, un soutien des partenaires publics, et nous faisons la régulation linguistique. Donc nous ne sommes pas une académie officielle, mais nous sommes alors on a été reconnu comme ça par la région Occitanie, une institution linguistique à caractère académique. Donc c'est un peu jésuite comme déclaration, mais c'est vrai que le terme académie, on pourrait d'ailleurs faire je pense un colloque entier là-dessus, ne recouvre pas les mêmes réalités les deux côtés des Pyrénées, ni même selon les communautés linguistiques. Mais ceci étant, voilà, on joue quelque part ce rôle-là, même si je pense pour Charo que ton interprétation, ça vient aussi du fait qu'on a énormément accès jusqu'à présent dans notre jeune existence, notre œuvre, à mettre à disposition des ressources linguistiques de qualité et normées. Voilà. Pour l'occitan, pareil, je ne pense pas que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Pour les choses pareilles, vous savez déjà, mais juste vous rappeler quelques éléments, à savoir que c'est d'abord un espace linguistique qui est grand, qui recouvre entre un quart et un tiers de la France. 95% du territoire occitanophone est en France. Il y a une partie aussi en Italie, dans ce qu'on appelle les vallées du Piémont, les hautes vallées du Piémont, au-dessus de Turin, et aussi un petit endroit en Catalogne qui s'appelle le Val d'Aran, où la langue est, paradoxalement, c'est le plus petit territoire et c'est l'endroit où la langue a le plus de reconnaissance, puisqu'elle est co-officielle avec le castillan et l'espagnol. C'est une langue qui a un statut faible, une transmission qui est insuffisante, on le sait déjà, malgré le fait que, il faut le souligner, il y a des politiques publiques qui sont mises en route et qui commencent aussi à produire leur efficacité, même si on peut toujours dire que c'est insuffisant, et nous le disons assez souvent. Mais en tout cas, c'est un processus de reconquête linguistique, je crois qu'il faut l'employer comme ça, et le Congrès s'inscrit complètement comme étant un des opérateurs de ce processus de reconquête linguistique. Une autre particularité de l'occitan, et je sais que quand je viens en Pays Basque, c'est toujours quelque chose qui fait réagir, c'est sur la question de la langue standard en occitan. Voilà. L'occitan, alors j'ai une phrase consacrée pour décrire la question du standard en occitan, qui est qu'il n'existe pas d'occitan standard officiellement reconnu et socialement accepté. Voilà. Tout ça pour dire que c'est une question qui est en débat. Il y a des gens qui souhaitent travailler sur ces questions-là, qui restent ouvertes et sur lesquelles le Congrès n'a pas de position, j'ai envie de dire, dogmatique ou même pas dogmatique, tout simplement scientifique ou en termes de politique linguistique. Mais s'attache pour le moment, en tout cas, à essayer déjà à mettre en ligne des œuvres normées, et notamment normées autour des grandes variétés de l'occitan que, par convention, on regroupe autour de 6 grandes variétés. Celle que vous connaissez, vous, le gascon, donc la plus occidentale, le languedocien au centre, le provençal qui est parlé en Provence, donc côté Méditerranée, et puis il y a tout l'espace nord-occitan, le limousin, l'auvergnat et le vivarois alpin,
qui est un espace qui est beaucoup moins doté en termes de ressources linguistiques, qui, comme c'est dit dans le diaporama, reste à ce jour insuffisante. Alors, les ressources linguistiques globalement sont insuffisantes et les ressources linguistiques numériques sont encore plus insuffisantes. Voilà. Malgré tout, nous avons travaillé, nous avançons, nous avons beaucoup d'énergie et nous avons très rapidement au niveau du congrès, donc le congrès a été créé en 2011 à Bordeaux, à l'hôtel de région, et en 2012 a mis en ligne très vite un portail numérique lexicographique et textuel de l'occitan. Avant, il n'y avait rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de ressources en occitan. Il y avait des dictionnaires, enfin, il y a toujours d'ailleurs des dictionnaires papier, des grammaires, des corpus. On avait de la matière, mais on n'avait pas de la matière numérique. Donc nous avons créé ce site qui s'appelle lecongrès.org en mettant le maximum de ressources à disposition d'un public apprenant ou utilisant la langue. Alors c'est un site que l'on a, donc comme je vous dis, qui est... Attendez, je fais une bêtise. Ça marche, je suis content. Voilà, qui est régulièrement augmenté. Voilà, donc on va retrouver différentes ressources. La principale, celle qui est la plus utilisée, vous notez bien, c'est le multidictionnaire, qui s'appelle chez nous Dicodoc. Voilà, qui est un multidictionnaire qui regroupe à peu près une vingtaine de dictionnaires dans 4 sections, donc français vers l'occitan vers le français, monolingue occitan et les dictionnaires historiques. Donc ce sont des dictionnaires, comme je vous disais, plutôt orientés autour de grandes variétés. Donc pour ça que vous allez trouver le gascon, le languedocien, vous allez retrouver entre parenthèses ces termes-là. Ce sont des dictionnaires déjà de référence par les usagers de ces parlers, que donc on a numérisé et mis en ligne, et que nous complétons petit à petit en fonction des droits que nous pouvons acquérir. À noter un dictionnaire en particulier qui est toujours affiché, que vous voyez en gras, qui s'appelle le BASIC, qui est le lexique orthographique référentiel du Congrès permanent de langue occitane, qui pour le moment existe en version gascon-languedocien, mais dont la version complète pour tout l'espace occitan devrait voir le jour, on va dire ces prochaines semaines, voire ces prochains mois maximum, ça devrait sortir, et qui est une œuvre extrêmement importante, tant au point de vue de la normalisation qu'au niveau des travaux qu'on est en train de réaliser, et je vais vous montrer la suite. Je vous indique également la présence des dictionnaires dits historiques, donc qui sont des dictionnaires qui, pour le coup, ne sont pas en graphie dite normalisée d'occitan, que nous appelons graphie classique, qui sont des dictionnaires qui ont été réalisés, pour résumer, avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont malgré tout de véritables trésors lexicographiques. On citera par exemple le trésor d'Oufélibrige, qui était le dictionnaire de Frédéric Mistral, qui avait le grand... D'abord, c'est le seul dictionnaire pan-occitan, qui couvre tout l'espace occitan et qui est d'une richesse inouïe, que donc nous avons, qui est déjà numérisé, mais que nous avons formaté pour pouvoir le proposer Dicodoc. Et d'autres dictionnaires, là pareil, ça va se compléter, hein, je pense qu'il va y avoir 4-5 dictionnaires en plus qui vont arriver dans cette section. Le dictionnaire de Simin Palay, dictionnaire du béarnais et du gascon moderne, qui est pareil, un bijou pour cet espace linguistique. Et un autre que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, mais que je vous conseille, qui est le Lespi, qui est un peu l'équivalent du Palay pour le béarnais et le gascon écrit, donc plutôt extrait des textes, des forts, des textes juridiques, y compris de l'administration en Basse-Navarre, qui est très intéressant. Voilà. Donc, je vous conseille. Là, pareil, comme je dis, ce n'est pas une graphie normalisée, c'est une graphie plus ou moins francisée, mais qui est extrêmement riche et qui pose justement la question, et c'est pour ça qu'on y viendra après, de comment est-ce qu'on articule ces deux types de ressources, entre des ressources normalisées et des ressources descriptives auprès d'un public qu'on va dire large. Autre ressource aussi qu'on trouvera sur le site du Congrès, il s'agit du Termoc, il s'agit d'une base terminologique. Donc ce sont des dictionnaires spécialisés dans différents domaines, l'informatique, le tourisme, le collège, le lycée, pareil, qu'on complète régulièrement. Nous avons un conjugueur, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, oui, conjugueur en occitan. Pour le moment, nous avons le gascon, le languedocien. Nous allons sortir la version provençale ces prochains jours.
Voilà, c'est tout frais. Qui donc ce sont des formes qui sont préconisées par le Congrès, donc des choix ont été faits par rapport à toute la variété qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du même dialecte. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Nous avons aussi une base toponymique. Voilà, là pareil pour le moment, nous avons ce type d'interface et de modèle de données, mais nous allons changer, y compris avec la nouvelle application qu'on est en train de développer. Et on renvoie également vers différentes ressources, dont le Bateloc, donc, qui est la base textuelle occitane qui a été faite par le laboratoire CléERSS à Toulouse, qui est une base lexicale, alors une base textuelle, pardon, à peu près, je crois, 3 millions de mots. Pour le moment, essentiellement des textes littéraires, mais qui pour nous, désormais, va être une base mère qu'on va alimenter et qui est aussi en partie annotée morphosyntaxiquement. Voilà. Et puis, on renvoie aussi également, je ne sais pas pourquoi ça n'y est pas là, mais vers les atlas linguistiques, notamment le TESOC ou encore ce qui est présent sur la plateforme Cocoon, à travers les travaux qui ont été faits dans les années 50-60 sur les atlas linguistiques de la Gascogne et du Languedoc occidental. Alors, maintenant, je vais vous parler du TEI. Donc, après avoir mis en ligne ces données, si vous regardez ces données, en fait, comment sont constituées les données du Congrès? Ce sont des bases assez simples. C'est des chaînes de caractères. Si vous regardez ici une recherche de Dicodoc, vous avez 4 colonnes. Bon, ne parlons pas de la dernière colonne qui est le dictionnaire source, mais les trois autres colonnes, vous avez une colonne entrée, une colonne catégorie grammaticale et une colonne définition. Dans chaque colonne, la machine, qu'est-ce qu'elle voit? Enfin, bien sûr, le lecteur va pouvoir détailler et voir tous les éléments constitutifs d'un article. La machine, elle, ne le voit pas, ce qui est problématique. Elle ne voit qu'une chaîne de caractères. Voilà. Donc, nous avons engagé un travail donc, de formatage en TEI des données du Congrès. Le TEI, c'est Text Encodage Information, qui est un sous-langage du XML. Donc, c'est un format qui permet d'harmoniser les données en interne et de pouvoir les rendre interopérables avec nos partenaires, mais y compris avec nos propres outils. Donc ça permet de tout harmoniser, de ne plus avoir de base hétérogène et d'avoir une description beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée de la constitution, par exemple, d'un dictionnaire. Qu'est-ce qui relève d'une définition? Qu'est-ce qui relève d'une traduction? Est-ce que c'est une catégorie grammaticale? Bon, voilà. Donc ça permet de décomposer une ressource. Donc pour ce faire, nous avons établi des standards de balisage TEI pour les ressources lexicales occitanes. Et à partir de là, nous avons engagé un travail. Alors que le travail, c'est long, hein, ça fait 4 ans qu'une personne travaille déjà plus ou moins dessus, avec, vous voyez ici, le nombre de ressources qui sont déjà formatées, et nous continuons à formater les autres ressources que nous avons. Bon, ça, je voulais déjà parler, donc le TEI. Oui, voilà. Là, par exemple, on a un exemple de ce que ça donne en TEI. Si vous prenez le mot aiguille avec la traduction en occitan, vous avez à droite donc ce que ça peut donner en termes d'échantillon de format. Donc on va effectivement dire que le premier mot c'est une entrée d'abord c'est tel dictionnaire, c'est telle entrée en telle langue, que la catégorie grammaticale NF ça renvoie à un nom féminin, etc., etc. Nous avons aussi engagé un travail en partenariat avec le laboratoire CléERSS des lexiques de forme fléchie, c'est-à-dire donc un lexique de tous les mots de la langue annotés, avec catégorie grammaticale et rattaché à un lemme. Voilà, nous avons fini ce travail pour le languedocien, que nous avons nourri avec nos propres dictionnaires, avec aussi le verboc, c'est-à-dire notre conjugueur. Et que nous avons par ailleurs repris et normalisé avec les dernières normes orthographiques occitanes, et entre autres celles qui ont été reprises par le Congrès. Voilà. Donc c'est un travail qui est nécessaire pour de nombreux outils et ressources, à savoir le post-tagger, le traducteur automatique, un clavier prédictif que nous avons édité, un correcteur orthographique là aussi édité, et également pour annoter les corpus. Et vous avez en dessous donc un échantillon de ce lexique de forme fléchie. Un autre
événement aussi qui nous a permis d'avancer sur cette évolution du Dicodoc. C'est un partenariat qu'on a engagé. Alors, je vous montrais la carte tout à l'heure de l'espace occitan. Nous avons la chance d'avoir des voisins et même un excellent voisinage avec lequel nous partageons des préoccupations communes et avec lesquels nous échangeons d'ailleurs depuis très très longtemps. Et nous faisons des échanges de savoir, de connaissances, y compris de technologies. Nous travaillons depuis plusieurs années avec la Fondation Elouillard et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être associés avec Euskal Sendia, le laboratoire Clé RSS et le gouvernement aragonais pour développer sur 3 ans un programme ambitieux de développement des technologies de la langue pour le basque, l'aragonais et l'occitan. Pour l'occitan, il va y avoir 2 développements principaux, la synthèse vocale et la traduction automatique. Voilà. Alors, pour reprendre ce que disait la personne de la TILF juste avant, l'occitan n'est pas arrivé, n'a pas encore la maturité, par exemple pour le deep learning. Donc, pour ce qui concerne la traduction automatique, on va s'en tenir à un système de règles pour le moment avec la base Apertium, pour avoir un traducteur automatique assez efficace entre langues romanes, notamment le français. Et par contre, pour la synthèse vocale, on est assez content, c'est qu'on va pouvoir être à l'état de l'art, puisqu'on va développer la synthèse vocale sur ce qu'on appelle les systèmes neuronaux, qui est actuellement le plus fin, le plus développé. Et ce programme va nous permettre de réutiliser différents développements pour ce futur Dicodoc, pour cette multi-application qu'on souhaite développer, à savoir donc le lexique de forme fléchie va servir au conjugueur réflexionneur et la recherche par forme fléchie, un phonétiseur aussi qui va nous permettre de phonétiser les termes, un post-tagger qui va nous permettre d'étiqueter le corpus, les dictionnaires bilingues qui vont nous permettre de faire les dictionnaires de traduction, les corpus monolingues et bilingues, bien sûr, qui vont être utilisés, ainsi que la synthèse vocale. Nous avons également créé plusieurs ressources grâce au TEI, à savoir les dictionnaires des synonymes, des rimes, également des dictionnaires des variantes, des corpus monolingues et parallèles et des dictionnaires d'expression qui vont être utilisés dans la future application. Donc ça, nous avons pu le créer automatiquement, ce qui signifie que le TEI est un travail fastidieux, très long, mais qui permet très rapidement de générer ce type de ressources, qui nous a permis également de créer ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire que le Congrès maintenant met à disposition certaines ressources dont elle a le droit et permet aux développeurs de les utiliser à distance. C'est-à-dire que désormais un développeur peut très bien utiliser certains de nos dictionnaires, certaines de nos données pour les applications qu'on souhaite développer, peu importe les raisons, peu importe l'utilisation. Et donc, c'est à partir de ce système d'API que nous allons développer cette nouvelle multi-application. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais pouvoir vous la présenter, qui va donc à terme, quand je vous dis à terme, c'est a priori 2021, on aura une première version de test, qui va fusionner les applications actuelles et les nouvelles ressources du Congrès, proposer une nouvelle ergonomie, une nouvelle fonctionnalité plus adaptée aux usages actuels, surtout pour un jeune public, entre autres avec un accès unique à toutes les recherches. Aujourd'hui, il faut à chaque fois aller dans des applications différentes pour chercher. Là, on aura un accès unique pour accéder à un certain nombre d'informations. Ça permettra également d'avoir des hyperliens qui permettront de recharger automatiquement les pages en fonction des recherches, d'envisager également une transcription de graphie. Je vous parlais tout à l'heure des dictionnaires historiques qui posaient des questions d'accès à un public qui n'avait pas forcément l'adaptation. Là-dessus, on pourra passer d'un dictionnaire normatif à un dictionnaire historique. Et également d'exploiter les API externes au grand public, on pense à Wikipédia ou Dictionnaire, mais pourquoi pas aussi des applications de corpus ou d'atlas linguistique développées par l'Université de Nice, par exemple le TESOC. Donc concrètement, on passe ça, le congrès, enfin, le site qu'on a actuellement en ligne, c'est ce système-là, c'est-à-dire différentes bases de données, associées à différentes interfaces web, mais à chaque fois une interface web par une base de données, et vous avez ce qu'on appelle des requêtes SQL. Donc l'interface va faire une requête et la fait remonter. On passe de ce schéma-là à celui-ci. C'est-à-dire que toutes ces données du Congrès deviennent une API, ou plutôt on va faire 3 groupes d'API, une API lexicographique, une API de corpus et une API d'index de page. On ajoutera également les API que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire les API sur les différents dictionnaires qu'on a pu développer avec nos ressources. Et on pourra associer donc des applications tierces. Alors, la multi-application, je vais vous montrer. Ça, alors, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle... Oui. Dernière chose.
D'accord, dernière chose. Alors c'est vraiment le dernier, c'est vraiment un prototype. Hein. C'est juste une, comment dire, il n'y a rien qui est arrêté ni sur le design ni sur les fonctionnalités, mais ça vous permet de vous donner une idée de ce vers quoi on va. Ça va bien y aller. Alors là, on fonctionne avec le mot, par exemple, marche. La marche. Et du coup, ça devient, grâce à ce système-là, ça peut devenir aussi bilingue, ça peut devenir français. Un système d'autocomplétion qui renvoie, donc, vous avez ici dans la première zone donc le champ de recherche. En dessous du champ de recherche, dans la colonne de gauche, la recherche exacte. Donc on ne fait plus des recherches, on fait des recherches exactes, on ne fait pas de recherche relative. Donc c'est bien le nom féminin marcho en oc, qui signifie la marche, qui vous renvoie au milieu, en haut, à un contexte de mots avec les flexions à droite, qu'on aura pu générer, au son. Marcho. Voilà. Les variantes constatées, les synonymes et la définition. Et à côté, on aura un aperçu d'autres ressources, à savoir la traduction de ce mot, les expressions qu'on pourra voir. Alors, on peut ouvrir, hein, si ça veut bien. Voilà, qu'on peut déployer. Les expressions qu'on pourra trouver, les corpus textuels qui seront également consultés. Voilà. Et également, donc, on pourra voir, par exemple, le conjugueur, parce que si on prend marche, on aura également les conjugaisons qui seront directement intégrées dans cette application qui se veut être une application universelle, c'est-à-dire à la fois pour ordinateur et également pour téléphone portable. Voilà, pour les mobiles. Voilà. Ça, c'est c'est le premier schéma, ça vous permet de vous donner une idée un peu de ce vers quoi on va. Ça risque encore d'évoluer. Il faut l'attendre 2021. Voilà. Donc, c'était pour vous présenter ces travaux. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et puis, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger ou avoir un complément d'information. Eshkari Kashko.